Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre invitée, qui est Margot Will, ici présente. J'avais envie de vous partager ce moment avec Margot plutôt sous la forme d'une conversation, enfin en tout cas d'une discussion, que ça soit un petit peu moins scolaire que ce qu'on a l'habitude de faire habituellement, puisqu'on a l'habitude d'avoir un format plus PowerPoint, etc. Et donc là, on s'est dit que c'était chouette à ce moment-là de l'année pour la communauté du cercle, d'avoir un échange un peu plus libre par rapport à ça. Ça me semblait aussi intéressant que Margot intervienne à ce moment-là dans le programme parce que, et elle vous le racontera mieux que moi, mais Margot, elle a une expérience assez variée en fait dans sa connaissance du milieu de l'art. Margot, elle a en fait commencé sa carrière en travaillant pour un collectionneur d'art contemporain. Elle a ensuite passé 2 années à visiter dans toute l'Afrique, des ateliers d'artistes, pour ensuite rejoindre la foire 154, qui est une foire, d'art, contemporain africain qui a lieu, aujourd'hui à Marrakech, à Londres et à New York, et où elle a travaillé pendant 7 ans. Et enfin, elle a rejoint, il y a plus d'1 an maintenant, la fondation de Hassanein Eridji, qui est un collectionneur malgache et dont la fondation est basée à Paris et à Madagascar. Voilà, elle partage aussi sa vie, avec un artiste. Donc je trouvais que c'était intéressant de la faire intervenir pour toutes ces raisons-là. On a aussi aujourd'hui des participants assez variés, dans le Zoom. Donc voilà, on ne voulait pas se placer uniquement du point de vue de l'artiste ou en tout cas partager aussi avec vous une vision plus générale du marché de l'art. Comment, se crée, une collection? Quels sont les différents moyens, pour acquérir de l'art, mais aussi comprendre un petit peu tous les rouages, du système. Donc voilà. Donc, je suis ravie d'accueillir Margot, lui laisser la parole. L'idée, comme d'habitude, ça va être qu'on lui laisse 1 heure pour raconter son histoire, donc d'un point de vue assez chronologique. Et puis ensuite, on gardera 30 minutes pour les questions. Donc, n'hésitez pas, pendant la conversation, si vous avez des questions, à les mettre directement dans le chat et on les traitera sur la dernière demi-heure. Merci à tout le monde d'être là aujourd'hui, si nombreux, et bienvenue Margot. Merci Margot, chère homonyme. Merci pour cette jolie invitation. Voilà, je suis ravie de participer à mon petit niveau à ce projet que je suis depuis le début et qui me touche beaucoup, du Cercle de l'Art. Merci à vous toutes, artistes, qui je sais, vous êtes tous un petit peu en plein rush avec le 1er avril qui arrive très bientôt. Et puis merci aux autres d'être là pour cette discussion ce matin. Un tout petit point technique avant de commencer, mais je suis donc, comme Margot vous l'a dit, à Madagascar. Et à Madagascar, on est dépendant de l'électricité et des seaux d'électricité. Donc, si jamais il y a une coupure de courant, ce qui peut arriver, restez avec moi, restez en ligne. Mon Wi-Fi se remettra automatiquement, mais voilà, il faudra me laisser 2 minutes pour que je puisse me reconnecter. Les petits aléas de la vie ici. L'idée, effectivement, aujourd'hui, c'était de discuter de l'acquisition d'œuvres d'art et de quelques trucs et astuces pour commencer une collection personnelle. L'idée, comme Margot vous l'a dit déjà, c'est effectivement de dialoguer, de prendre mon exemple personnel, enfin de se baser sur mon exemple personnel. Comme toujours dans le monde de l'art, il y a plein de règles et de codes, donc on va en parler un peu ce matin. Mais en réalité, rien n'est gravé dans le marbre et chacun fait à sa sauce. Donc là, l'idée ce matin, c'est de découvrir un peu ma sauce. Et puis vous pourrez piocher ce qui vous intéresse dedans. Vous pourrez me questionner aussi à la suite de cette petite présentation. L'idée, c'est donc de parcourir mon parcours à la fois professionnel et personnel. Dans les 2 cas, depuis une quinzaine d'années, j'évolue dans le milieu de l'art et d'une façon ou d'une autre, j'ai toujours été liée à l'acte de collectionner, que ce soit donc à titre perso ou pro. Donc voilà, l'idée, c'est de distiller quelques idées, d'échanger sur la pratique d'acquisition, soit à travers mon exemple, donc à un petit niveau, soit à travers un niveau plus conséquent des différents collectionneurs pour qui j'ai travaillé.
L'idée, c'est que tout ce que je vais vous dire, moi, vous l'avez compris dans mon parcours, c'est que j'ai un parcours qui est très lié au monde de l'art du continent africain et de ses diasporas de façon assez vaste. Alors évidemment, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails de noms de galeries, de noms de structures que vous ne connaîtriez pas ou qui même ne vous intéresseraient pas pertinemment, enfin spécifiquement, mais je pense que c'est pas, enfin peu importe, il y a beaucoup de choses qui qui se croisent, qui sont ce qui est vrai en Afrique et pour le marché de l'art africain peut l'être ailleurs, je pense. Donc, c'est plutôt l'idée de décortiquer des façons de fonctionner. On va donc aborder 2 thèmes à travers mon parcours. La première, c'est quelques conseils ou en tout cas des axes pour commencer une collection. Donc, c'est la thématique vraiment du talk. Vous, en tant qu'artiste, en tant que collectionneur jeune ou moins jeune. Et puis, un deuxième thème qui serait comment des collectionneurs donc des collectionneurs avec au sens de collections plus conséquentes façonnent leur collection. Donc, quelques trucs et astuces aussi en tant qu'artiste pour vous confronter à ces collections-là. Et puis, bien sûr, à travers tout ça, on va parler un petit peu du marché de l'art. Voilà, en gros, tout ce qu'on va se dire dans les 50 minutes qui viennent. En 3 mots, j'ai un parcours, moi j'ai fait Sciences Po en affaires internationales et ensuite pendant mon master, je faisais les cours du soir à l'école du Louvre. Donc c'est extrêmement léger, c'est pas du tout formel, comme j'ai pas du tout un background académique lié à l'art. Je viens pas du tout du sérail du monde de l'art non plus, je viens d'une famille qui n'a rien à voir avec tout ça. Et d'ailleurs, mon père me considère toujours comme une troubadour. 15 ans après, il n'a toujours pas compris ce que je faisais. Je sais que c'est le cas de beaucoup d'artistes et de collectionneurs qui sont liés au cercle de l'art. Donc c'est pour ça que je voulais le dire. Je pense qu'il n'y a pas de règles spécifiques. Chacun a son propre background. Évidemment, il est plus facile d'acquérir certaines connaissances et certaines façons de faire dans les écoles spécialisées, mais à mes yeux, il n'y a rien qui ne peut pas se rattraper avec du travail et avec de l'attention portée à nos sujets. On n'est pas médecin, donc il n'y a pas vraiment d'enjeu là-dessus. Pendant du coup mes études, j'ai fait un premier stage chez un collectionneur français qui s'appelle Mathias Léridon, et puis qui m'a embauchée. Donc pendant mon master, j'ai commencé à travailler en parallèle avec lui. J'étais super jeune. L'idée, c'était de travailler à la fois dans sa boîte de communication, donc j'avais un boulot qui n'avait rien à voir, et puis aussi en parallèle d'assister le responsable de toute la partie art pour la création d'un fonds de dotation qu'il crée en 2008, donc quand je l'ai rejoint, et qui s'appelle, car il existe encore, African Artists for Development. Donc moi, en tant que petite main, l'idée, c'était que j'assiste son directeur de collection pour écrire les statuts, lancer le site web, lancer les premiers projets, constituer l'équipe, etc. Et puis en parallèle, travailler sur sa collection d'art contemporain. C'est un collectionneur qui, depuis 2000, achète des œuvres d'art africains avec sa femme. C'est une collection qu'ils ont vraiment montée ensemble. Du coup, ma première mission dans ce job-là, c'était d'inventorier la collection et de réfléchir à la conservation. Cette collection, il y avait déjà beaucoup de pièces, plusieurs centaines de pièces quand je suis arrivée en 2008. Et c'était un grand bazar. Il y avait un espace de stockage qui n'était pas du tout aux normes. Il manquait les 2/3 des factures. Tout avait été fait de façon totalement organique et pas organisée. Donc, mon premier job, ça a été d'harceler la comptable pour retrouver toutes les factures depuis 10 ans, d'essayer de décrypter le nom des artistes en bas des toiles, de regarder, d'essayer de comprendre, moi qui n'y connaissais rien, qui pouvaient être ces artistes. Passer beaucoup de temps au stock pour essayer de regarder les caisses, les systèmes d'emballage, voir ce qui était abîmé peut-être, etc. Et puis remettre à plat tout ce système d'inventaire et de stockage. Du coup, je ne commence pas par le plus fun, mais peut-être par le plus important. C'est mon premier apprentissage dans ce milieu-là. Ça a été que, aussi petite qu'elle soit, une collection, elle doit impérativement être classée et organisée. C'est mon côté un petit peu maniaque, mais en fait, c'est absolument impératif avant de commencer quoi que ce soit. Alors, ça peut se faire de façon pro, avec des systèmes, des logiciels comme ArtLogic ou Artbinder. Enfin, il y en a plusieurs qui sont souvent assez onéreux. Ou alors, ça peut se faire de façon totalement organique avec un document Excel qu'on remplit avec plein de colonnes de façon ultra minutieuse dans lequel on inscrit tout ce qui concerne chacune des œuvres qu'on achète. Donc, même dans les plus petits détails, moi, je conseille de même mettre avec quel compte bancaire on l'a acheté, la date précise d'acquisition de l'œuvre, la date précise du paiement, la localisation de l'œuvre,
à qui on l'a acheté, etc. Voilà, encore une fois, ce n'est pas le plus fun, mais c'est vraiment un point super important. Et puis, c'est aussi important de centraliser sur un drive ou un disque dur, enfin bref, peu importe, l'ensemble des documents qui ont trait aux œuvres. Parce que moi, quand je suis arrivée dans cette collection, j'ai passé peut-être 1 an à remonter le fil et je ne le conseille pas. Et en fait, on se rend compte que même à un tout petit niveau, ça peut aller assez vite et on peut perdre un peu le fil assez rapidement. Donc voilà, premier petit conseil technique. Et puis de façon peut-être un peu plus intéressante, un de mes deuxièmes grosses missions au sein de cette collection Les Ridons, ça a été de constituer une cartographie des artistes actifs et intéressants pour la collection en vue de conseils à l'acquisition d'œuvres d'art. À cette époque-là, donc j'ai travaillé pour lui entre 2008 et 2012. Les réseaux sociaux, c'était balbutiant. L'art contemporain africain, c'était des thématiques, un sujet qui existait très peu en Europe. Donc, il n'y avait pas de galerie spécialisée, il n'y avait pas de foire spécialisée, il y avait peu d'accès, même en ligne, pour une petite novice comme moi. Donc, il fallait réfléchir à d'autres façons de faire. C'est passé par pas mal de voyages sur le continent et puis surtout à l'apprentissage aux côtés du directeur de la collection qui s'appelle Jean-Michel Champeau, qui est un grand spécialiste et que j'ai beaucoup écouté, regardé, qui m'a beaucoup permis à essayer de comprendre, à relier les courants, à relier les artistes aux uns aux autres, à comprendre les enjeux dans chacune des scènes auxquelles on s'intéressait, savoir s'il y avait des écoles, par exemple, dans les pays concernés, quels matériaux étaient disponibles, est-ce qu'il y avait des modes, des artistes un peu stars qui, du coup, insufflaient une vision et des thématiques sur le marché. Et ça m'a appris une deuxième chose qui m'a suivie depuis, c'est que quand on constitue une collection, on ne peut pas acheter de façon isolée. Une œuvre, elle n'est jamais isolée. Il y a toujours un avant et un après dans la construction d'une œuvre, dans sa réalité, et puis aussi, bien sûr, dans la réalité de l'artiste qui l'a produite. Et pour moi, à mes yeux, c'est impératif de le comprendre, ça. Parce que quand on constitue une collection, on n'achète pas simplement un coup de cœur, et ça, on va en reparler bien sûr plus tard, mais il y a aussi un travail de fourmi à mettre en place pour, bien sûr, alors, apprendre à développer son œil, son regard critique, mais aussi à apprendre le contexte, la connaissance de tout ce qui a permis à cette œuvre d'exister et à l'artiste de produire. Et à mes yeux, c'est ça la différence entre être acheteur et être collectionneur. C'est aussi quelque chose dont on va reparler. Un acheteur, on peut se permettre d'acheter parce qu'on aime quelque chose et puis c'est fini. On l'aime, alors on l'achète et puis on vit avec. Quand on se pense collectionneur et quand on est dans une dynamique de collection, à mes yeux, et encore une fois, c'est mon regard personnel que je développe ici, il est important d'avoir une forme de cohérence, de créer progressivement une certaine lisibilité entre les œuvres, une cohérence qui va leur permettre de se répondre les unes aux autres et qui va doucement produire un fil tangible, lisible, même de l'extérieur, cohérent entre toutes les œuvres, que ce soit une collection qui soit vraiment centrée sur quelques artistes, et ça peut être le cas. Il y a beaucoup de collections qui sont avec des très gros corpus d'une poignée d'artistes, ou alors que la collection soit constituée d'une foultitude d'artistes et qui, malgré tout, en fait, par leurs pratiques, par leurs œuvres, par les thématiques qu'ils abordent dans leur travail, peuvent se répondre. Et pour moi, à tout moment, quand on constitue une collection, qu'elle soit toute petite ou qu'elle soit beaucoup plus vaste, il est important de se dire que si on invite un commissaire demain à mettre son nez dans la collection, il pourrait en fait construire une exposition. Que la collection, elle est, voilà, c'est déjà un ensemble en fait, qu'on peut déjà la lire avec des thématiques, des courants, des idées, qu'elle puisse raconter quelque chose. Et ça, moi, dans les collections que j'ai accompagnées et dans ma toute petite collection à moi personnelle, c'est ce que j'essaye de mettre en place. Et du coup, pour revenir, moi, à mon cheminement personnel, après 4 ans passés aux côtés de ce collectionneur français, Mathias Néridon, je me suis rendu compte que c'était trop compliqué, j'étais trop jeune, c'était trop compliqué d'avoir des informations et je ne comprenais pas vraiment ce que je faisais. Je comprenais justement pas vraiment ces contextes, en fait, des œuvres et des artistes. Et j'ai pris une décision un peu radicale, j'ai quitté ce job au chaud et bien payé pour pour prendre la route, comme on dit, avec un sac à dos et voyager. Alors Margot a un peu enjolivé, mais en réalité, j'ai voyagé 15 mois, pas 2 ans. Mais bon, c'était déjà assez long et j'ai voyagé 15 mois du Sénégal jusqu'en Afrique du Sud. Donc d'abord l'ouest de l'Afrique et puis ensuite
J'ai pas traversé l'Afrique centrale parce que c'était trop compliqué toute seule à l'époque, mais j'ai pris un avion. Et puis ensuite d'Éthiopie jusqu'en Afrique du Sud, en passant par Madagascar, où je me retrouve aujourd'hui, la Namibie, enfin voilà. Et ce voyage-là, l'idée, c'était de passer, donc j'ai traversé 17 pays, et l'idée, c'était de passer à peu près un mois dans chaque pays, donc il y a certains pays où j'ai passé un tout petit peu moins de temps, pour un mois dans chaque pays, en fait un mois dans chaque capitale, en réalité, pour essayer de décortiquer un peu justement les scènes locales, pour essayer de rencontrer des artistes que je connaissais par leur travail, mais que je ne connaissais pas personnellement. Donc c'était un voyage très riche et très dense, qui donc a duré entre 2012 et 2013. L'idée, c'était vraiment d'essayer de réfléchir à pourquoi aussi, pourquoi est-ce qu'on collectionne et pourquoi est-ce que moi, j'avais envie d'acheter des œuvres. La réalité, c'est que je commençais à comprendre que, et je commençais moi-même à acheter des œuvres à mon tout petit niveau, des œuvres qui ne coûtent pas cher, de jeunes artistes, etc., que je croisais sur ma route. Et lors de ce voyage, j'ai acheté pas mal d'œuvres. Et la question, c'était pourquoi est-ce que je fais ça, en fait? Pourquoi est-ce que j'ai le besoin d'acheter des œuvres? Je pense qu'il y a une question fondamentale qu'il faut tous qu'on se pose quand on a ce besoin-là ancré en nous. Il y a un truc un peu psychotique hein, dans l'acte de collectionner. Ça veut dire vouloir posséder quelque chose. Déjà, c'est intrinsèquement un peu absurde, je crois. Et d'ailleurs, je fais la même chose pour mes livres, par exemple. Je pourrais tout simplement aller à la bibliothèque, mais j'ai besoin de les acheter et de les garder avec moi. Donc, je pense que c'est des personnalités aussi. Il y a des personnalités de collectionneurs et des gens qui collectionnent tout et n'importe quoi. Et c'est bien de se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a besoin. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter ces œuvres? Est-ce que de les regarder ne suffit pas? Est-ce qu'une reproduction ne suffirait pas? Est-ce qu'on ne peut pas acheter juste un poster de l'œuvre? Parfois, en fait, oui. Parfois, ça peut suffire. Donc, peut-être que c'est des petites questions un peu de fond. La réponse aussi, une des réponses que j'ai trouvées à la question pourquoi j'achète, c'était que j'avais un lien très fort avec les artistes que je rencontrais et un besoin de rester lié à eux. C'est-à-dire que pour moi, une grande partie de mon acte d'achat, c'est lié à un moment de rencontre avec un artiste. Les œuvres que j'achète, moi à titre personnel, c'est des œuvres qui sont plutôt d'artistes jeunes, pas chers, assez accessibles, et j'allais visiter leur studio. Je les rencontrais d'une façon ou d'une autre. Et en fait, en achetant leurs œuvres, j'avais un peu envie de garder une partie de cette rencontre-là. Ces œuvres, quand je les vois aujourd'hui, 10 ans plus tard, elles me rappellent aussi ce moment, une discussion qu'on a pu avoir, et ça, c'est aussi très important pour moi. Donc, c'est une autre prémisse de réponse, je crois. Et je me rends compte que c'est souvent le cas, en fait, pour des jeunes collectionneurs. C'est souvent parce qu'on a envie de garder un morceau de l'artiste et un morceau d'un moment qu'on a partagé avec eux. Et donc, c'est pour ça, on va y revenir plus tard, mais c'est pour ça que moi, j'encourage beaucoup et que je le fais encore beaucoup, dans la mesure du possible, d'aller visiter, d'aller rencontrer des artistes, en fait, de ne pas juste voir leurs œuvres, mais aussi de rencontrer les personnes qui les produisent. Mais on va en reparler un petit peu après. Et c'est là qu'intervient la question du goût. De connaître ses goûts et savoir pourquoi on achète ça et pourquoi c'est cette œuvre-là ou cet artiste-là qui nous plaît. Il n'y a pas vraiment de réponse absolue à ça, mais il y a une question, je pense, à se poser, savoir est-ce qu'on achète parce que ça nous touche nous personnellement ou est-ce qu'on achète parce que les autres aiment ces œuvres? Et c'est une vraie question. Il y a une question de mode, d'influence. Il n'y a pas de bonne réponse. C'est tout à fait légitime d'acheter une œuvre parce que les autres l'aiment et parce qu'elle est perçue par le marché ou par un groupe d'individus comme étant de qualité, intéressante, pertinente à ce moment-là de sa vie. Mais je pense qu'il faut se poser la question. Il faut savoir si c'est parce que les autres l'aiment ou si c'est parce que soi-même on l'aime. Parce que ça va aussi définir un peu la réponse. Il y a des œuvres qu'on peut ne pas acheter ou il y a des œuvres qu'on va être obligé d'acheter si on se rend compte que c'est vraiment pour soi qu'on les achète. Et un dernier petit point là-dedans, dans les raisons pour lesquelles on achète et les choses qui passent en fulgurance dans tout cet acte-là, pour moi, c'est très important aussi de s'éloigner de la question du lieu dans lequel les œuvres vont vivre. C'est-à-dire que j'essaye de ne jamais acheter pour un endroit spécifique, en me disant « Ah, cette œuvre, elle va être tellement belle au-dessus de mon canapé ».
parce qu'en fait, la décoration, elle va changer. C'est pas immuable, je vais déménager, mon canapé, il va changer. L'œuvre, elle sera toujours là à mes côtés. Et c'est très important parce qu'une œuvre, elle doit pouvoir être valable dans n'importe quel endroit, voire même dans un placard, parce que pour l'instant, j'ai pas la place de l'accrocher. Mais elle existe quand même. Elle fait quand même partie de ma vie. Et bon, je ne le souhaite pas d'avoir des œuvres dans les placards, mais ça peut arriver. Et en fait, c'est légitime. On peut avoir besoin de cette œuvre-là, même si elle est rangée, même si elle n'est pas sous nos yeux à tout moment. Donc, voilà, il faut essayer de se séparer. J'entends beaucoup de collectionneurs et je vais en parler, je vais y arriver parce que j'ai travaillé donc pendant 7 ans pour une foire d'art contemporain qui s'appelle 154, qui est une foire dédiée à la création africaine contemporaine. Et donc, j'étais en contact avec beaucoup de collectionneurs qui, dans leur processus d'achat, essayaient de meubler leur appartement, résidences diverses et variées. Et j'essayais toujours de leur demander de ne pas le faire. Parce que même c'est très tentant, il faut faire attention, c'est un écueil un peu trop facile. À ce moment-là, il vaut mieux acheter un élément de déco ou même une affiche, on en parlait tout à l'heure, une reproduction. Et c'est pas mieux ou moins bien. C'est pas la valeur de quelque chose qui définit cette chose. Donc voilà, si c'est il vaut mieux acheter toujours une œuvre en se disant qu'elle pourrait vivre n'importe où. Alors voilà, donc j'ai travaillé pendant 7 ans ensuite pour une foire qui s'appelle 154. 154, c'est le nom, ça définit à la fois le titre de la foire, c'était pour définir le contexte géographique et intellectuel dans lequel on se plaçait. C'est un continent et 54 pays en Afrique. Donc c'était voilà, c'était une façon à travers le nom de la foire de parler de cette unité et multiplicité à la fois de la création africaine contemporaine. Je pense que la foire a été créée en 2013. Je pense qu'aujourd'hui, elle ne s'appellerait plus pareil si elle devait se créer. Mais à l'époque, c'était important de mettre un coup de projecteur sur la création africaine à Londres, notamment, là où la foire a été créée en 2013. Et ensuite à New York à partir de 2015, et puis à Marrakech à partir de 2018. Et puis aussi, il y a eu 2 éditions à Paris au moment du Covid en 2020 et 2021. Donc voilà, c'est une foire qui maintenant est sur 3 continents différents. Qui est une toute petite foire à taille humaine, mais qui je crois, qui a changé pas mal de choses, qui a participé à l'évolution d'un regard occidental sur la création artistique africaine. Moi, au sein de la foire 154, j'étais en charge du développement de la foire. Donc, je vous parlais des différents endroits où la foire s'est développée. Et donc, j'ai accompagné ces nouveaux marchés, disons. Je suis allée dans ces villes-là et puis j'ai essayé de comprendre ce qu'on pouvait y faire, avec qui on allait pouvoir travailler, où, comment. J'étais aussi en charge de la communication de la foire, donc promouvoir le projet. Et puis des relations avec les invités VIP. Donc dans le monde des foires, on dit VIP. Ça regroupe souvent en fait les collectionneurs, c'est-à-dire les gens qui achètent des œuvres. Donc moi, mon rôle, c'était de prendre soin d'eux, de faire en sorte que des collectionneurs ou même des acheteurs viennent à la foire et trouvent ce qui pourrait les intéresser. L'idée, c'est que je vais vous parler un petit peu d'un 54. Alors évidemment, peu d'entre vous, je pense, sont basés sur le continent africain et auront l'occasion d'y exposer. Mais peu importe, je pense que cette foire, elle fonctionne comme beaucoup de jeunes foires et de petites foires fonctionnent. Il y en a une multitude en Europe dans lesquelles vous allez être amenés, j'imagine, à participer à un moment ou à un autre de votre carrière. Et donc, Margot, je tiens à le dire parce qu'on va faire une petite incartade sur un autre sujet, pas directement lié à l'acte de collectionner. Mais Margot m'a demandé de raconter en 3 mots comment fonctionne en fait une foire. Je pense que beaucoup d'entre vous le savent, mais peut-être pas dans les détails. Et donc, je vais vous raconter juste comment la foire fonctionne pour les galeries, en fait, notamment. Parce que ce n'est pas toujours forcément très évident. En gros, les candidatures pour participer à une foire se font par des galeries. Ce n'est pas des artistes qui postulent, c'est vraiment les galeries. Et souvent, les candidatures s'ouvrent presque 1 an avant l'édition de la foire. Donc, c'est des temps qui sont très longs et qui arrivent très, très en amont de l'événement lui-même. Les galeries ont plusieurs mois pour postuler. Elles postulent avec un dossier argumenté, avec des visuels. Il y a souvent une sélection entre 1 à 5 artistes, je dirais. C'est assez rare d'avoir plus que 5 artistes sur un stand. Il y a un comité de sélection qui est constitué de personnalités qualifiées du monde de l'art, donc souvent la direction de la foire, et puis des commissaires et des galeries invitées, qui sélectionnent les galeries souvent 3 à 4 mois avant la foire. Donc encore une fois, c'est vraiment des temps très longs en fait. Ça arrive vraiment, c'est un événement qui se prépare vraiment pendant 1 an.
Ensuite, les galeries, une fois sélectionnées, payent les frais de participation, donc les frais de location en fait, de leur stand. Souvent, c'est des montants qui sont calqués sur la taille des stands. Donc, ça peut se calculer en mètre carré, en small, medium, large, enfin, ça dépend des foires. C'est souvent des frais qui sont extrêmement conséquents. C'est plusieurs dizaines de milliers d'euros pour les grosses foires. Pour des plus petites foires, ça peut être un peu moins, mais dans tous les cas, à l'échelle de galeries, c'est des frais qui sont très conséquents parce qu'en plus, il faut payer le transport des œuvres et des personnes, parce qu'évidemment, les galeristes doivent être présents, tous les frais de douane quand on fait des foires à l'étranger, et puis tous les frais annexes d'accrochage des œuvres dans le stand. Il y a des foires qui font payer le moindre spot, la moindre prise électrique sur le stand. Donc voilà, ça peut vraiment monter assez haut pour les galeries. C'est des vrais enjeux financiers. Puis, en tout cas, dans le cadre d'une foire comme un 54, qui était vraiment basée sur une curation, le comité de sélection, au moment de l'accrochage, faisait le tour des galeries pour confirmer que les accrochages étaient de qualité et convenaient au comité de sélection. Toutes les foires ne le font pas. Moi, à mes yeux, les bonnes foires le font. Parce que sinon, on tombe dans des systèmes d'accrochage un peu fous. Là, l'idée, c'était d'avoir une cohérence entre les stands. Et c'était important que le comité de sélection passe pour uniformiser, pour conseiller aussi des galeries qui sont parfois un peu jeunes, qui, pour beaucoup d'entre elles, en fait, ont fait leur premier pas dans le monde des foires avec un 54. Et puis ensuite, le jour J, il y a souvent une première journée qui est dédiée aux visiteurs, donc VIP, encore une fois, pour utiliser ce magnifique mot, qui est une journée plus professionnelle, disons, où les acheteurs, en fait, sont admis. Et puis ensuite, il y a souvent entre 2 et 4 jours ouverts au grand public. Moi, je recommande beaucoup d'aller visiter des foires en tant qu'acheteur, mais aussi en tant qu'amateur d'art, parce que c'est des lieux qui sont importants et intéressants. C'est des lieux de regroupement déjà de certaines scènes. Les foires, elles sont souvent thématisées, en fait, à part les très, très grosses foires qui sont juste comme Art Basel, voilà, Art Paris, etc. Mais les plus petites foires, souvent, elles ont une thématique. Donc, quand vous êtes dans votre monde, ça peut avoir du sens d'y aller parce que vous allez rencontrer des gens qui font partie de ce monde-là. Et puis aussi parce que c'est un magnifique exposition temporaire où les gens sont là présents physiquement, des galeristes. Alors dans les grosses foires, les artistes souvent ne sont pas présents. Ils sont accusés de casser le business des galeries. Mais dans les petites foires, et nous, à 54, on demandait beaucoup aux galeries de vraiment d'inviter leurs artistes. Et nous-mêmes, on facilitait beaucoup la venue d'artistes sur la foire. C'était très important pour nous que les artistes puissent être là et puissent présenter leur travail et pas seulement leur galerie. Donc, c'est aussi une formidable façon de rencontrer des artistes. Voilà, un point à garder en tête, vous, en tant qu'artiste. Alors, les collectionneurs qui sont sur le talk, c'est un peu différent. Mais si vous venez avec votre étiquette artiste, attention, s'il y a un principe de base sur une foire, il ne faut jamais parler à un galeriste pour lui présenter votre travail un jour de preview. C'est la pire chose que vous puissiez faire parce que le galeriste, il a dépensé une somme monumentale pour être là. Le jour du preview, il est là pour vendre, il a besoin de vendre et c'est pas que c'est un requin abominable, c'est juste que c'est son métier, c'est son travail et il a besoin d'être concentré sur les collectionneurs et sur les ventes. Donc, il n'aura pas de temps à vous consacrer. Donc, vraiment, si vous y allez avec votre casquette artiste, je vous recommande très chaleureusement de ne pas le faire le jour du preview, de plutôt aller parler aux galeristes et aux artistes les jours ouverts au public, où ils auront plus de temps, ils vont moins perdre de ventes potentielles, ils vont moins avoir les yeux au-dessus de votre épaule à essayer de regarder qui passe par le stand. Et un autre petit encart, pardon, pour finir cette parenthèse enchantée sur le marché de l'art, je voulais parler rapidement du rôle des galeries. Donc moi, j'ai été amenée à beaucoup travailler avec des galeries dans ma vie, avec un 54 et puis aussi en accompagnant des collectionneurs. Et je voulais juste préciser, parce qu'il y a pas mal d'artistes sur ce talk, que les galeries, il est d'usage qu'ils prennent souvent à peu près 50% de commission sur les ventes. Il y a beaucoup d'artistes qui trouvent ça scandaleux, il y a beaucoup de gens qui se questionnent sur ces montants-là. Moi, à mes yeux, c'est parfaitement justifié, à condition que la galerie fasse son travail. Et faire un travail de galeriste, ça veut dire un accompagnement sur le long terme, un soutien financier éventuel, un soutien psychologique
évident. Une aide pour trouver des débouchés. Les débouchés, c'est des ventes, mais c'est aussi d'aider les artistes pour constituer des dossiers pour des résidences, des bourses, des opportunités d'exposition personnelles ou collectives. C'est aussi accompagner les artistes dans des projets de publication. C'est aussi les exposer régulièrement dans et hors les murs. C'est aussi participer à des foires pour montrer leur travail à un public élargi. Et à mes yeux, chacun son métier. Et on ne peut pas tout faire dans la vie. Et quand on est artiste, on a déjà beaucoup à faire. Quand on a la chance de travailler avec un galeriste, un bon galeriste, il faut savoir aussi se remettre entre ses mains et accepter que l'aide qu'un galeriste peut vous apporter, à mes yeux, vaut vraiment 50% de la valeur de votre travail. Parce qu'en fait, sans lui, votre travail n'existe pas, en fait. Ou alors, il existe, mais avec beaucoup de difficultés. Et on va aussi en parler, bien sûr, maintenant, avec des plateformes comme le Cercle de l'Art, évidemment, hein, qui interviennent à ces niveaux-là. Mais il y a différents niveaux dans une carrière d'artiste. Et je pense qu'il y a des niveaux, il y a des moments où un accompagnement par un galeriste est important, voire indispensable. Et je pense qu'il ne faut pas... Enfin, voilà, à condition que le galeriste fasse vraiment son travail, à mes yeux, il est justifié qu'ils prennent une partie importante du prix de vente des œuvres. Alors justement, on va en parler. Pour revenir un peu plus à la thématique de la collection, quelques conseils, je dirais, pour où regarder des œuvres, ou découvrir des œuvres, ou les acheter. Un premier lieu, on en a parlé là pendant un moment, qui est un lieu que moi je connais bien, ce sont les foires. Alors évidemment, d'aller à Art Paris cette semaine, ça dépend de votre budget d'acquisition, mais ça peut être intéressant sur un plan de recherche, mais ce n'est pas forcément accessible à toutes les bourses. Mais il y a une foultitude de foires aujourd'hui qui existent, des petites foires qui parfois super spécialisées, comme je disais à l'instant, et qui peuvent être des superbes lieux de découverte d'artistes. On peut s'y perdre un peu, donc il faut faire aussi attention à se préparer, à vraiment prendre le plan de la foire, à essayer de regarder un petit peu avant, dans la mesure du possible, les galeries qui sont présentes, à essayer de regarder quels artistes elles vont présenter pour peut-être aller un peu vers celles qui vous intéressent et pas passer 4 à 5 heures à parcourir 50 galeristes, 50 stands différents, parce que ça peut donner un peu le vertige. D'ailleurs, moi, dans les très grosses foires, je ne vais pas parce que ça me déprime et qu'en fait, je vois rien et j'arrive pas à voir. Donc, j'y vais éventuellement juste moi pour me balader, mais souvent pas la journée de preview. Voilà, je trouve que ça peut être un petit peu une expérience un petit peu violente. Donc, il vaut mieux se préparer un peu avant d'aller sur une foire, je crois. Un autre lieu aussi, évidemment, très important, c'est les galeries. Je ne vais pas vous faire une liste de galeries parce qu'encore une fois, ma connaissance, elle est relativement liée au monde de l'art africain. Ce n'est pas du tout l'enjeu d'une discussion comme celle d'aujourd'hui. Mais il y a 1000 façons de découvrir des galeries. La première, c'est de se balader, de décider d'un quartier. À Paris, on a beaucoup de chance. Les galeries, elles travaillent vachement en réseau. Elles publient des petits livrets dans lesquels vous pouvez avoir toute l'adresse des galeries et toute leur programmation mensuelle. Donc, je vous encourage à passer des après-midi de balade. Vous choisissez un quartier et puis vous allez d'une galerie à l'autre. C'est très facile de le faire. Vous pouvez garder le livret ensuite et les galeries qui vous auront plu, les suivre sur les réseaux sociaux, s'inscrire à leur newsletter. Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Je fonctionne beaucoup sur les newsletters des galeries. J'adore les recevoir, comprendre leur programmation, que je puisse y aller ou pas, mais me tenir au courant des artistes. Il y a souvent du contenu qui sont publiés sur leur site internet. Il y a vraiment les galeries, il y a pas mal de galeries qui jouent le jeu vraiment et sur lesquelles vous allez pouvoir vraiment vous documenter sur les artistes qu'ils représentent. Et puis il y a aussi des événements comme Paris Galerie Weekend, qui la prochaine édition a lieu fin mai. C'est une super opportunité aussi pendant 3 jours de parcourir la ville et de découvrir plein de lieux que vous ne connaîtriez pas, d'ouvrir un petit peu d'autres structures. En fait, sinon, on a toujours tendance à retourner chez les mêmes. C'est important aussi d'ouvrir un petit peu. À mes yeux, c'est indispensable de visiter les galeries en personne. Les sites internet, les newsletters, les réseaux sociaux, c'est bien, mais c'est compliqué de ne pas voir des expositions, de ne pas rencontrer même les galeristes ou leurs équipes et de leur parler, de se faire raconter les expositions. Ça nourrit aussi beaucoup, je pense, son travail personnel. Et puis aussi, ça vous identifie en tant que collectionneur, collectionneur, c'est un grand mot, mais en tant que amateur, en tant que personne intéressée par la programmation de la galerie.
Et ça vaut le coup, en fait, d'aller aussi au vernissage. C'est à la fois des moments sympas, c'est aussi des moments pour voir l'exposition, mais aussi pour rencontrer les personnes qui font l'exposition. Les artistes sont presque toujours présents. D'autres lieux pour découvrir des artistes et éventuellement acheter des œuvres, c'est de visiter les ateliers d'artistes, évidemment. C'est un lieu extrêmement important. Et puis aussi les écoles d'art. C'est des lieux qui sont très ouverts. C'est pas forcément évident de se pointer comme ça à l'improviste dans des ateliers ou dans des écoles. Mais sachez que dans les deux cas, il y a très souvent des journées portes ouvertes ou des événements qui sont organisés, notamment dans le cas des ateliers d'artistes, c'est bien sûr plutôt pour les ateliers collectifs. Mais donc, vous pouvez de la même façon vous renseigner et participer à ces journées portes ouvertes. Dans les écoles des beaux-arts, il y a des cours d'histoire de l'art, enfin, il y a des cours de tout qui sont en fait, c'est des écoles publiques, donc en fait, les cours sont ouverts. Donc, allez-y, c'est dommage de voir en privé. C'est gratuit, c'est accessible. Enfin, moi, en tout cas, à l'époque où, peut-être que je dis des bêtises, mais moi, je suis allée beaucoup à des cours. Je vois Margot qui hoche la tête, j'espère que c'est encore le cas. Moi, je suis allée beaucoup aux Beaux-Arts à une époque où juste je rentrais et puis j'écoutais des cours de leurs grandioses professeurs, ou moins grandioses d'ailleurs. Et je crois que ça vaut le coup de le faire. L'idée, c'est pas forcément de se pointer avec son portfolio pour vous présenter. L'idée, c'est plutôt d'être en attente, en reconnaissance, d'y être pour créer des liens, pour commencer. Il y a aussi, bien sûr, des cercles comme celui du Cercle de l'Art. Donc là, on est bien placé pour, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que tout le monde connaît le projet. Mais ça peut être super cohérent d'intégrer un cercle d'artistes en tant que collectionneur. Bon, il y a quelques autres structures, mais moi, à ma connaissance, le Cercle de l'Art est de très loin le plus important et le plus intéressant aujourd'hui. Ça vous permet aussi de vous donner un très beau panorama de la création contemporaine, de la jeune création contemporaine. Et en tant que collectionneur, c'est assez précieux aussi d'avoir tout à coup une vue d'ensemble avec le domaine des possibles, en un sens. Et puis, il y a une autre chose que moi, je recommande beaucoup et que j'ai beaucoup fait, c'est d'entrer dans des réseaux de jeunes collectionneurs. Il y en a beaucoup. Il y en a un qui est très actif, notamment, c'est le réseau, un cercle qui s'appelle Amis Perspective du Centre Pompidou. C'est réservé aux 18-40 ans. Il y a une inscription pour les 18-40 ans qui coûte 250 € par an. Donc, c'est pas rien. Et en même temps, je pense que ça peut en valoir la peine. Ils organisent. Alors, déjà, vous avez accès à Beaubourg, évidemment, de façon illimitée toute l'année, à leurs expositions, événements, etc., de façon gratuite, une fois que vous avez payé l'inscription. Mais aussi, vous avez accès à des événements qu'ils organisent pour ce cercle. Et c'est, je trouve, une magnifique façon de rencontrer d'autres collectionneurs, donc là, jeunes en l'occurrence, qui est plutôt sympa, de découvrir des expositions ensemble. Ils organisent aussi parfois des voyages et aussi des visites en dehors de leur mur. Ce n'est pas que à Beaubourg, c'est aussi dans d'autres structures. Et vous êtes souvent accompagné par des commissaires de Beaubourg ou par l'équipe des amis. Donc, ça peut être, je trouve, assez intéressant. La plupart des musées ont des cercles comme ça, à différents prix, des cercles qui sont diversement dynamiques, disons. Donc, il faut trouver aussi les structures qui vous ressemblent. Le Palais de Tokyo aussi a un groupe de ce genre-là. Enfin bref, vraiment la plupart des grands musées. Et je trouve que ça peut en valoir la peine. Pour créer son propre réseau de collectionneurs, en fait, et pas seulement d'artistes. Et puis, bien sûr, évidemment, où acheter des œuvres, il y a les réseaux sociaux. C'est un merveilleux outil, selon moi, pour se tenir au courant, pour découvrir, pour discuter. Je pense qu'il y a une limite à ce que peuvent les réseaux sociaux. À mes yeux, quand on parle d'acquisition d'œuvres d'art, il est impératif qu'à un moment ou un autre, il y a un retour vers le monde réel, comme je l'appelle. Et d'ailleurs, c'est significatif, mais même le Cercle de l'Art, qui est une plateforme en ligne, je sais que vous tous, en fait, parmi les contreparties que vous proposez à vos collectionneurs, il y a des rencontres dans le monde physique, en fait, dans votre atelier, des dîners, ce genre de choses. Et même vous-même, je sais que le cercle, enfin voilà, Margot et l'équipe du cercle organisent régulièrement des rencontres pour les artistes participantes. Et il n'y a pas de secret, en fait, on a besoin, on ne peut pas faire tout à travers un réseau social. Et heureusement.
Un dernier petit point peut-être pour parler de tout ça, c'est quand on est jeune collectionneur, quand on commence à se poser la question d'acquisition, il y a un côté un petit peu honteux parfois à demander le prix d'une œuvre. Et parce que j'ai longtemps évolué vraiment purement dans le marché de l'art, ça m'énerve. Si on parle d'un marché de l'art, par définition, c'est un marché en fait. Donc, les galeries, c'est leur métier de vendre des œuvres. Donc, c'est leur métier de vous répondre sans tabou sur le prix que coûte une œuvre. Donc, et il y a parfois un peu un snobisme à cacher le prix des œuvres dans ce drôle de monde. Et il ne faut pas, je trouve, aller dans ce sens-là. Je pense que c'est pas un bon tabou. C'est assez absurde. Donc, il y a des lieux, bien sûr, hein, pour parler du prix d'une œuvre. Un artiste qui est représenté par une galerie, il ne va pas forcément avoir envie de parler de ça parce que c'est, encore une fois, pas son rôle. Il va avoir tendance à vous diriger vers sa galerie. C'est très bien comme ça. Mais une galerie qui met un suspense intolérable sur le prix d'une œuvre, il n'y a pas de raison d'être tolérant, je crois. On a le droit d'imposer, de connaître le prix d'une œuvre, et c'est bien d'être transparent là-dessus parce que c'est tout à fait légitime. Voilà, c'était une petite incartade. Voilà, puis pour revenir un peu à mon parcours, donc après ces 7 ans au sein de la Foire 154, il y a 2 ans et demi, j'ai quitté ce projet-là pour rejoindre une fondation privée qui s'appelle la Fondation H, qui est une fondation de droit malgache. On va renverser du coup peut-être un petit peu ici le sujet, parler peut-être un peu moins de comment est-ce qu'on peut collectionner, mais peut-être plutôt comment une grosse collection peut être amenée à faire des acquisitions. Ce qui, je pense, alors je sais que c'est un petit peu varié les personnes présentes sur la discussion aujourd'hui, mais c'est pas d'entre vous sont artistes, d'autres sont plus partie acheteurs, mais voilà, c'est l'idée de répondre à tous. Et puis, je pense que ce sera intéressant aussi d'en parler ensuite là, dans les minutes qui viennent, quand on est dans le temps d'échange. La Fondation H, donc on est une fondation malgache, on a un espace d'exposition à Tananarive, qui est la capitale de Madagascar. On est en train d'ouvrir un nouvel espace qui va ouvrir dans 1 mois pile, le 28 avril, qui est un espace beaucoup plus grand. On a aussi un petit espace d'exposition à Paris, dans le Marais. Je vous encourage à venir nous voir. En ce moment, on a une artiste en résidence qui s'appelle Johanna Mirabel. À Paris, on fonctionne plus sur un principe de résidence. Donc, tous les artistes qui passent entre nos murs, on passe quelques mois à Paris et dans notre espace. C'est plus un espace expérimental et de recherche. Donc là, Johanna, on ouvrira les portes de son travail de résidence au mois de mai. Et puis, à la Fondation H, on a aussi tout un tas de programmes en parallèle de nos expositions. On a des programmes qui sont dédiés aux artistes et plutôt aux jeunes artistes. On est centre de formation agréé par l'État malgache, ce qui nous permet d'accompagner les artistes de leur professionnalisation. Donc, sur des thématiques très terre à terre de comment créer un portfolio, enfin tout ce que vous faites aussi avec le cercle au final. Comment construire un budget, comment voilà, comprendre mieux le marché de l'art international, etc. On a aussi un prix qui s'appelle le prix Paritana, qui est vraiment là pour le coup dédié à la jeune scène artistique malgache. Et puis on a tout un tas d'événements qui sont dédiés aux artistes locaux de l'océan Indien et de l'Afrique en règle générale. Et puis là, devant moi, j'ai 2 de nos artistes en résidence en ce moment qui sont avec nous à Tana. Et puis, on a aussi des programmes qui sont liés au grand public avec des ateliers pour les enfants, des conférences, des performances, etc. Voilà, donc là, pour reprendre le fil de la discussion sur la collection, l'idée en travaillant pour une structure comme celle-ci, qui donc construit une collection assez importante, avec des acquisitions très régulières et assez ambitieuses, disons. En fait, c'est les mêmes problématiques que tout ce que je viens de vous raconter à un plus petit niveau, qui serait plus un niveau personnel, mais juste le volume est différent. Mais pour moi, les dynamiques sont les mêmes. Il y a une partie émotionnelle et puis il y a une partie rationnelle. Et pour moi, une bonne collection, c'est précisément quand il y a un équilibre qui se crée entre les deux, qui se construit entre les deux. Et toute la difficulté pour la personne comme moi qui accompagne le collectionneur, parce que donc la Fondation H, c'est la fondation particulière de Hasnan Iriji,
un collectionneur malgache, un mécène malgache, c'est d'essayer de construire cet équilibre avec les goûts et les sentiments de quelqu'un d'autre, et en même temps une connaissance d'une scène globale pour réussir à tisser une ligne entre toutes les œuvres et réussir à construire une cohérence et une pertinence. C'est tout l'enjeu et ça prend du temps et c'est assez complexe. Je pense que là, je ne voulais pas rentrer dans ces détails-là forcément aujourd'hui. On peut peut-être y revenir dans les questions. Je voulais juste parler d'un point spécifiquement qui serait plus comment la relation en fait entre les artistes et une collection comme celle-là, donc il y a une collection assez importante. Et je pense qu'en tant qu'artiste, en début ou milieu de carrière, la question de fond, c'est comment est-ce qu'on rencontre, comment on se fait repérer en fait par des collections comme celle-ci. Et la réponse est qu'il n'y a pas de solution miracle, évidemment. Le principe de base, selon moi, c'est pas vous qui cherchez le collectionneur, c'est lui qui vous cherche. En tout cas, moi, dans ma conception, ça marche comme ça. Il est délicat en fait de contacter des collections. Enfin, c'est tout à fait possible de le faire et moi, j'adore recevoir des portfolios, etc. Et j'essaye de les regarder. Le problème, c'est qu'il ne faut rien attendre quand on fait ça. Parce que le collectionneur, il n'est pas forcément, il est probablement très sollicité. Il n'a pas forcément la capacité juste de rentrer dans le travail de tous les artistes qu'il contacte parce qu'il n'a pas la connaissance requise pour ça et la personne qui le conseille non plus, évidemment. Et ce ne serait pas souhaitable parce qu'on dirait des grosses aberrations. Donc, l'idée, c'est que si vous décidez de contacter les collectionneurs et quand vous le faites, je pense qu'il faut le faire avec une grande ouverture d'esprit et se dire qu'il n'y a pas d'attente. Parce que sinon, vous allez être déçus. Et en fait, on ne peut pas tout attendre d'un collectionneur comme ça qu'on ne connaît pas. Donc, pour renverser la balance, moi, ce que je vous conseille, plutôt que de faire ça, c'est de travailler. C'est de travailler énormément et de construire les œuvres les plus puissantes possibles, les plus cohérentes possibles, de raconter une histoire, d'être droit dans ses bottes et de travailler encore et encore pour être le plus présent possible dans plein d'endroits différents. Donc, l'idée, ce n'est pas nécessairement de démultiplier les micro-expositions sans lien, enfin, voilà, dans tous les sens. L'idée, c'est juste de réfléchir à comment être au bon endroit, au bon moment et comment réussir à être présent régulièrement. Parce que je pense que dans la dynamique d'un artiste, à titre personnel, on a besoin de montrer ses œuvres. Des œuvres, elles n'existent pas tant qu'elles n'ont pas rencontré un public. Si elles sont strictement dans l'espace de votre atelier, une œuvre n'est pas une œuvre, à mes yeux. Et c'est important de pouvoir les montrer. Et donc, c'est important de pouvoir créer ces moments-là. Si on ne vient pas à vous, monter les projets, créer les opportunités. À mes yeux, il n'y a rien de mieux que des expositions qui sont construites par les artistes eux-mêmes. Il n'y a rien de mieux que des ateliers d'artistes collaboratifs qui se montent en association, qui créent des structures non seulement de travail, mais aussi d'exposition, mais aussi vraiment de soutien mutuel. Et c'est ce que le Cercle propose, encore une fois, j'en reviens toujours là, mais c'est intégralement la dynamique, je le sais, dans lesquelles la plupart des personnes qui sont sur cette discussion sont déjà. Mais je ne peux que, en tant qu'acheteur, vous recommander de le faire plus et encore, parce que moi, je me rends compte de quelque chose en tant qu'acheteur, c'est qu'en fait, la plupart du temps, la première fois que je vois un artiste ou une œuvre, un corpus d'œuvres, j'y fais pas forcément attention. En fait, il y a des choses qui peuvent me marquer profondément, mais c'est pas pour ça qu'on va forcément les acheter. En fait, c'est souvent à la longue, après avoir vu plusieurs fois le travail d'un artiste, après avoir retrouvé ce travail-là dans différents contextes différents, mis en valeur avec différentes voix et différentes curations, différents moments, que tout à coup, un travail prend une densité différente. Et c'est là, en fait, que pour un collectionneur, ça devient intéressant. Et c'est là que vraiment, on peut commencer à avoir une partie émotionnelle et rationnelle, comme je vous le disais tout à l'heure, qui rentre en ligne de mire. Donc, à mes yeux, l'idée, c'est dans la mesure du possible de monter des projets. Il est évident que c'est compliqué de se faire proposer des projets tout le temps et les artistes pour qui c'est le cas ont beaucoup de chance. Mais il faut déjà être à un certain niveau de carrière pour être sollicité régulièrement. Donc, créez ces lieux-là et faites-en la promotion. Les réseaux sociaux, c'est merveilleux pour ça. De participer à des vernissages, c'est merveilleux pour ça. Et moi, je préfère toujours quand un artiste vient me voir, un artiste que je ne connais pas, vient me voir pour me dire « je fais une expo la semaine prochaine, voilà le nom du lieu où je le fais et viens passer une tête si tu peux »,
plutôt que de m'envoyer un portfolio que je ne vais pas forcément, out of the blue, que je ne vais pas forcément comprendre. Et voilà, donc ça prend du temps, c'est un petit peu long, mais je pense que c'est la façon la plus pertinente de le faire. Ou en tout cas, en m'envoyant le portfolio, c'est en même temps de me proposer une rencontre, en fait. C'est me dire, voilà, ça c'est un support, en fait, pour une discussion et pour une rencontre potentielle. Voilà, je vais m'arrêter là pour juste reprendre les quelques questions qu'on a traversées et dont j'espère qu'on va parler dans les 30 minutes qui suivent. Je voulais reposer quelques questions, les remettre sur la table. Encore une fois, ce n'était pas du tout l'idée à travers tout ça d'apporter des réponses parce que j'en ai pas. C'était juste de poser des questions. La première question pour moi, quand on commence une collection ou quand on la poursuit, c'est est-ce que mes œuvres sont bien inventoriées et conservées? Je sais que je suis un peu obsessive, mais c'est trop, trop important. Et encore une fois, un document Excel fait parfaitement l'affaire. Et un bon papier craft avec du scotch de peintre fait parfaitement l'affaire aussi pour la conservation. On n'a pas besoin de matériaux délirants, il faut juste que ce soit bien rangé et bien inventorié. La deuxième question, c'est est-ce que je comprends vraiment le contexte dans lequel l'artiste a produit et dans lequel cette œuvre existe? Et cette question-là, elle amène à la troisième question, qui est pourquoi est-ce que j'achète cette œuvre? Est-ce qu'une reproduction de l'œuvre ferait l'affaire? Et quel est le lien sentimental ou intellectuel qui me lie à cette œuvre? La question d'après, c'est est-ce que j'aime cette œuvre pour ce qu'elle est vraiment? Ou bien est-ce que je l'aime pour ce qu'elle représente aux yeux des autres? Une autre question, je pense qu'on a abordée ce matin et que j'aime bien me poser, qui est important, je crois, de se poser très, très régulièrement quand on construit une collection, c'est cette œuvre parle-t-elle à d'autres œuvres qui m'appartiennent? Est-ce qu'il y a une cohérence? Est-ce qu'on pourrait faire une expo de ma petite ou de ma grande collection? Est-ce que cette expo serait visible? Et enfin, la dernière question, c'est est-ce que je regarde bien aux bons endroits pour trouver des œuvres qui me parlent vraiment? Est-ce que je ne peux pas élargir le cercle de ce que je connais déjà? Non seulement des artistes, mais aussi des lieux d'exploration. Voilà, c'est des questions que je me pose régulièrement, moi, dans ma carrière professionnelle. C'est des questions que je pense je peux recommander à de jeunes collectionneurs de se poser. J'espère que ça vous a apporté quelques bribes de réflexion. Margot, je te repasse la parole. Peut-être il y a des questions. Je vois qu'il y a eu des commentaires sur le chat. Merci, Margot homonyme. Bon, pour moi, c'est incroyable cette discussion parce que c'est comme une synthèse de 8 années d'échanges, d'amitié qu'on a eues sur tous ces sujets. Donc, C'est vrai. merci beaucoup. Ouais, merci. Je trouve ça très. Enfin voilà, bon, moi, je suis complètement peut-être biaisée, mais je suis très touchée par le propos et quand on s'est connus aussi, j'en avais pas parlé en introduction, mais quand on s'est rencontrés aussi un peu dans un contexte totalement extérieur au milieu de l'art, je crois que c'était en 2016, tu as aussi beaucoup éclairé éclairé aussi beaucoup mon chemin avec cette vision-là assez profonde justement d'une œuvre d'art, de la collection, de comment ça doit se passer. On était partis ensemble en Afrique du Sud en 2016 et je suis restée pour faire une résidence aussi grâce à ta rencontre. Donc merci et merci de contribuer aussi avec ton éclairage au projet aujourd'hui. Est-ce que certaines ont envie ou certains ont envie de commencer? Alors alors je regarde un peu les questions qu'on peut avoir. Bon, il y a eu pas mal de réactions, plus que de Moi, questions. pardon. Ouais, Je vois qu'on parle du lien sentimental. ouais, il y a Moi, je veux bien Michele, parler. ouais, qui parle du lien sentimental. Ouais, quand on ne connaît pas l'artiste, pardon, je lis la question, mais je vois qu'il y avait juste au-dessus Ouais, une remarque aussi. Effectivement, je suis pas rentrée dans les détails de tout ça. Le lien, enfin sentimental, c'est plutôt émotionnel à une œuvre en l'occurrence. En fait, c'est le propre d'une œuvre d'art. Peu importe qu'on ne connaisse pas l'artiste. Alors moi déjà, c'est ce que je vous ai dit, moi j'aime bien connaître les artistes.
Et c'est aussi pour ça que je fais ce métier, sinon je pense que j'aurais fait autre chose et j'aurais espéré gagner plein d'argent et j'aurais acheté des œuvres tout simplement. La raison pour laquelle je travaille pour une fondation d'art contemporain, c'est parce que j'aime bien être en contact avec les artistes. Enfin, je trouve que c'est important et ça me nourrit au quotidien. Le lien émotionnel à une œuvre, en fait, et un corpus d'œuvres, c'est ce qui est propre à l'art. En fait, c'est ce qui parfois donne envie de pleurer quand on écoute une musique, quand on voit un ballet. Quand on visite une exposition d'un grand artiste, c'est tout à coup une émotion indiscutable. Alors, dans l'art contemporain, c'est parfois plus inaccessible qu'à travers la musique, la danse, ce genre de choses. Mais je pense que si on est sur cette discussion aujourd'hui, c'est qu'on est tous touchés par ces méthodes d'expression, ces médiums d'expression, je dirais. Et ça dépend de chacun, en fait. Moi, il y a des œuvres qui vont me toucher aux larmes, ou en tout cas qui vont me marquer à tout jamais, auxquelles je vais faire référence dans ma vie personnelle régulièrement. Parce qu'elles vont traiter de questions qui m'impactent, qui me troublent, qui me questionnent du monde dans lequel on vit. Et puis, il y a d'autres œuvres qui vont juste me toucher parce que leur beauté me touche, en fait, tout simplement. Il y a un sens esthétique évident et extrêmement important à garder en tête quand on regarde une œuvre d'art. Moi, j'ai une conception un peu plus... j'aime bien aussi comprendre, en fait, ce que l'artiste dit, mais en réalité, on a le droit aussi de juste regarder une œuvre et de pleurer. C'est important dans la vie de savoir faire ça. Et donc voilà, quand je parlais du lien émotionnel, c'est ça, en fait, tout simplement. Et quand on accompagne, que ce soit nous, quand on achète une œuvre, et moi, quand j'accompagne un collectionneur, c'est aussi de faire ce que je vous disais, en fait, c'est l'équilibre entre un lien émotionnel et entre une expérience émotionnelle et entre une expérience rationnelle. C'est que c'est le collectionneur que j'accompagne, il va avoir une émotion en voyant une œuvre que je lui présente. Mais moi, mon rôle, c'est aussi de cadrer cette émotion-là, ne pas me faire dépasser par cette émotion-là et de le ramener à la raison pour essayer de comprendre si l'œuvre a un sens, en fait, au sein d'un corpus plus large. Après, quand on achète des œuvres, quand on est acheteur, cette question-là, elle n'intervient pas, je crois. On peut acheter juste des choses qui nous plaisent et puis peu importe qu'elles se répondent entre elles. Je ne sais pas si j'ai répondu Je pense. un petit peu à ça, Oui, mais très clair, merci. Et on a Maï aussi qui te demande comment tu définirais ta collection personnelle, combien de temps ça a-t-il pris pour savoir la lire et découvrir le fil rouge, car j'imagine que c'est un processus. oui. Alors moi, les œuvres que j'ai achetées à mon petit niveau, hein, quand on parle d'une collection, c'est pas forcément en volume délirant, hein, je pense qu'on a tous compris ça. Les œuvres que j'ai achetées au fil de l'eau, tout a commencé quand même avec le voyage dont je vous ai parlé en quelques mots. Donc, c'est des œuvres que j'ai achetées déjà à travers un premier voyage long. Donc, il y a un il y a un cheminement géographique déjà qui est important. Et puis, donc, c'est des œuvres qui sont quand même en immense majorité liées à l'Afrique, même si j'ai une œuvre de Margot Derry dans ma collection par ailleurs. Je suis moitié marocaine. Absolument. Oui, c'est vrai, pardon. Absolument, c'est vrai, ça rentre dans les cases. Le passeport marocain. Le fil rouge. Comment s'est créé le fil rouge? Oui, ça prend beaucoup de temps. Parce qu'en plus, quand j'ai commencé à acheter, je ne me posais pas du tout cette question-là. Je n'avais pas du tout compris ça, ce que c'était qu'une collection. J'avais travaillé pendant quelques années pour ce collectionneur, mais je n'avais pas bien saisi tout ça, je crois. Du coup, j'ai commencé à acheter des choses qui me touchaient, qui me parlaient, des œuvres avec lesquelles j'avais envie de vivre à tout jamais, que j'avais le sentiment d'avoir besoin d'avoir près de moi. Après les avoir vues, j'avais le sentiment de ne plus pouvoir m'en détacher. J'ai un rapport très fusionnel aux œuvres d'art, mais voilà, tout simplement. Et puis ensuite, au fil de l'eau, je me suis rendu compte qu'il y avait des cohérences, que j'étais plutôt intéressée par des artistes qui étaient assez engagés, c'est un mot qui veut rien dire, mais qui réfléchissaient à différents niveaux vraiment au monde dans lequel on vit. Et en plus, comme je m'intéresse à un continent spécifique, il y a des questions qui s'entrechoquent et qui se lient d'un pays à l'autre, d'un contexte à l'autre. Donc oui, ça a mis beaucoup de temps à se construire. Je ne sais pas exactement, je ne pourrais pas vraiment définir le moment où j'ai lu ce fil. Je pense que c'est en commençant à accrocher les œuvres chez moi, en fait, aussi. Hein.
en commençant à les centraliser, en les accrochant, en les regardant les unes liées aux autres. Et à cette époque-là, j'avais un tout petit appartement, j'avais un grand mur et j'avais j'ai acheté surtout des petites œuvres, hein, évidemment. Et du coup, sur ce grand mur, j'ai fait un premier essai d'accrochage. Et je pense que ça a beaucoup défini aussi ensuite tout le reste, la cohérence que je commençais à avoir entre les œuvres et les artistes que je suivais. Et je pense qu'il faut vous parler du fait de pouvoir se dire qu'à tout moment, on peut inviter un commissaire à plonger le nez dans une collection et qui devrait pouvoir en tirer quelque chose de lisible. Mais ça, c'est un exercice qu'on peut faire chacun à sa porte, enfin, chez soi, quoi. Il suffit d'accrocher les œuvres entre elles, de les regarder et de se poser la question de leur réponse. Il y a Carla qui te dit, est-ce que dans ce sens-là, il ne faudrait pas juste acheter par coup de cœur et comprendre après le pourquoi? Oui, totalement. Et en plus, quand on se dit, quand on parle de collection, on ne peut pas collectionner avec 2 œuvres. Donc déjà, il faut commencer à acheter. Ça, c'est sûr. Il faut commencer à acquérir des œuvres, à suivre des artistes, à rentrer dans le fond de leur processus créatif, dans le fond des thématiques qu'ils abordent à travers leur travail, dans le fond de leur médium aussi. Donc oui, bien sûr, évidemment qu'il faut commencer par acheter des œuvres. Et puis ensuite, au bout de quelques temps, commencer à créer une construction. Je pense qu'on ne peut pas, même en espérant construire une collection, on ne peut pas savoir avant de l'avoir commencé si en fait on va construire une collection, on sait juste on va acheter des œuvres en fait. Ouais. Mais il y a un moment quand même, pour certaines personnes, ça va être au bout de 3-4 achats, pour d'autres, ça va être au bout de 100. Mais il y a un moment quand même où il faut prendre du recul. Et il faut vraiment se demander aussi pourquoi est-ce qu'on continue à acheter. Est-ce qu'une reproduction ne ferait pas l'affaire? Je ne veux pas casser vos achats potentiels ou vos ventes en tant qu'artiste potentiel, mais c'est une vraie question à se poser. Et il y a Marina et Joséphine qui te disent, qu'est-ce que tu penses des échanges d'œuvres d'art aussi entre artistes, justement? Ben, c'est trop important. Ouais. C'est trop important, évidemment, parce que c'est ce qui… En fait, le fait de… Et puis du don, hein. Enfin, je veux dire, on n'a pas parlé de ça, mais moi, il y a des œuvres que j'ai qui m'ont été offertes par des artistes. Et c'est probablement les œuvres que je chéris le plus, parce que si elles m'ont été offertes par un artiste, c'est parce qu'il y a eu un moment ou un lien particulier avec quelqu'un. Et du coup, cette œuvre, elle a d'autant plus de valeur à mes yeux qu'elle m'a été donnée. En fait, c'est même pas son prix enfin son prix réel, quoi. C'est vraiment une valeur une valeur pure, intrinsèque. Donc oui, le troc entre artistes, je pense que c'est super important. Je pense que ça se fait de tout temps, que c'est aussi une façon c'est ce qui se fait beaucoup, hein, en fait, dans les ateliers d'artistes. Margot disait qu'effectivement, je te mariais à un artiste. Mon mec, il fait partie d'un collectif qui s'appelle d'une association d'artistes qui s'appelle Le Houloc. Ils ont un espace à Aubervilliers. Peut-être que certains d'entre vous connaissez ce lieu et ce projet. Je vais partager Et le ils sont lien. 22. Ouais, ils sont 22 artistes à faire partie du Houloc. Et en fait, ils s'offrent des œuvres en permanence. Enfin, en permanence. Ils s'offrent régulièrement des œuvres. Et je pense que c'est extrêmement important parce qu'ils se nourrissent les uns des autres. Ils sont en permanence en dialogue. Et il y a des œuvres qui existent parce que telle discussion ou telle autre a eu lieu. Et je pense que c'est comme ça qu'on se construit soi-même en tant qu'artiste, mais aussi qu'on construit son environnement de travail, son environnement intellectuel. Et on peut dire aussi que Michael est venu à Massa faire une grotte. Ouais. Donc, parce que tout le Ouais. monde connaît bien ici le projet de Massa Stories. Ah, bah, ouais. Et en 2020, donc Michael est venu à Massa aussi faire une grotte. Je vais vous envoyer la grotte. On a une question de Sarah. Massa, le plus beau lieu du monde, pardon. Voilà. Je On a une question de Sarah, mais n'hésitez pas à prendre la parole aussi. Hein, n'hésitez pas. Enfin, Sarah, je crois que tu es en voiture, mais n'hésitez pas. Oui. Bonjour Margot et tout le monde. Merci beaucoup, c'était très inspirant et répond à beaucoup de mes questions. J'ai 3 petites questions. La première, c'est serais-tu d'accord, Margot, de partager ta grille de questions que tu te poses sur tes collections, parce que je n'ai pas pu en prendre note étant dans les transports. Bien sûr. Ouais, trop. Ah, on a perdu Sarah. On ne t'entend plus. Hop, je te remets ton son. Attends. Vous m'entendez? Ouais. Oui. La deuxième, c'est peux-tu expliquer ce que tu disais de cette idée du conditionnement qui fait dire que l'artiste nuit aux ventes dans les grandes foires
mis en compétition avec le travail du galériste parce que ça ne me parlait pas et je suis curieuse de savoir ce qui se joue là-dedans. Et la troisième, c'était, peut-être que tu en as parlé, que c'est un des moments où je n'ai pas entendu, la valorisation des collections pour les montrer au grand public quand on est un collectionneuse particulier ou particulière. Comment on peut montrer sa collection à défaut d'avoir un chez soi magnifique où on reçoit tel que le font certaines personnes. Quelles sont les façons de la donner à voir? Je ne sais pas si je suis claire. Oui, très clair. Merci. Alors, la liste de questions, oui, avec plaisir. Je vais l'envoyer à Margot. Tu veux que là, je l'envoie sur le chat, Margot, ou tu l'enverras après? C'est quoi tu peux la mettre et je la renverrai sinon. Comme ça, peut-être ça peut aussi aider. Alors, il y a peut-être des prises de notes. Il y a peut-être des... C'est pas très bien écrit mon truc, hein, mais je vous la partage là et puis c'est pas très formel. Je la remettrai. Oui. La question sur les artistes, la présence des artistes en foire, non, c'est juste un peu une blague, mais c'est basé sur mes expériences réelles, mon observation réelle, c'est qu'en fait, dans les grandes foires, j'en ai parlé, mais donc des grosses foires comme Art Basel, Art Paris, enfin bon, voilà, la Frise, etc., c'est des foires qui sont extrêmement onéreuses pour les galeries. Et on parle de dizaines, voire centaines de milliers de dollars ou d'euros. Donc, il y a des enjeux commerciaux et financiers extrêmement conséquents pour les galeries. Et en fait, les artistes étant des artistes, n'étant pas des galeristes, parce que ce n'est pas leur métier, certaines galeries considèrent parfois qu'il n'est pas de bon ton de les avoir sur leur stand parce qu'ils sont un peu effrayés de ce que les artistes pourraient dire. Je simplifie un peu, mais c'est un peu la réalité que personne ne vous dira en vrai. Mais c'est un peu ça qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de galeries qui n'ont pas envie en fait d'avoir les artistes dans les pattes, parce que quand un collectionneur arrive, les galeries ils ont leur wording, ils ont leur façon de présenter l'artiste, ils ont leur façon de présenter la cote, de parler du prix, de vendre l'œuvre en fait, parce que c'est leur métier vraiment, comme on a dit, c'est un métier à part, et d'avoir l'artiste à côté, c'est pas forcément aussi facile de le faire. Donc c'est pour ça en fait qu'on voit pas beaucoup d'artistes sur les grandes foires, et je pense qu'il faut aussi se mettre de l'autre côté, dans la position d'un artiste. C'est pas forcément non plus très agréable d'être sur un stand où son galeriste va parler de gros sous. C'est pas forcément il y a plein d'artistes qui ne sont pas forcément à l'aise avec ça, et c'est légitime. Donc, voilà, je simplifie un peu, hein, il y a plein d'autres raisons, et il y a plein d'artistes qui sont présents sur les foires, y compris les grosses foires. Mais voilà, c'est un truc que j'ai observé. Après, sur les plus petites foires, c'est très différent, parce que du coup, les liens, le rapport entre un artiste et un collectionneur ne sont pas les mêmes non plus. C'est une évidence que quand vous achetez une œuvre chez Perrotin ou chez Kamel Menour ou quoi, la plupart des collectionneurs, ils vont jamais rencontrer l'artiste. En fait, c'est des artistes qui sont pas disponibles pour rencontrer des collectionneurs, sauf des extra gros collectionneurs. Évidemment, François Pinault, je pense qu'il visite des ateliers de ce genre-là, mais c'est pas à la portée de tout le monde. Donc du coup, voilà, alors que des galeries qui sont plus à taille humaine, des artistes qui sont plus en début ou en milieu de carrière, ils sont plus accessibles, ils ont plus envie aussi de rencontrer leurs collectionneurs. Et donc, sur les foires qui sont plus petites, souvent, en fait, les artistes ont plus de place. Il y a moins ce tabou d'être présent et de parler aux collectionneurs. Et je ne sais pas si ça a répondu à ta question. Ok. Et où montrer sa collection quand on n'a pas un palace, dans un non-palace chez toi, parce que pourquoi pas. Moi, j'ai fait des expos dans mon mini-appartement à une époque, parce que pourquoi pas. Enfin, si du moment que tu as des murs, why not? Au contraire, il y a un côté très convivial. Je pense c'est aussi, quand tu parles d'une collection, il faut pas enlever les collectionneurs. Donc en fait, c'est toi, quand tu montes ta collection, c'est vraiment se mettre à nu. Donc je pense que d'ouvrir les portes de son appartement quand on y est disposé, ça a beaucoup de sens. Aussi pour comprendre ce qu'on voit. Ensuite, il y a plein de lieux qui peuvent être envisagés, notamment des petites galeries, des galeries avec lesquelles tu travailles, enfin, auxquelles tu achètes des œuvres. Qui ont des espaces d'expo. Tu peux leur demander pour quelques jours de prêter. Parfois, entre deux expos, elles ont du temps. Si c'est des artistes qu'elles représentent, ça peut être super intéressant pour elles de les confronter à d'autres artistes avec lesquels, dont elles ne sont absolument pas liées.
Donc ça, il faut aussi le proposer. Ça peut être dans des espaces d'un atelier d'artistes, des artistes qui sont présents dans ta collection, qui ont des beaux ateliers. Je pense qu'il y a plein d'artistes qui seraient heureux de prêter leur mur pendant quelques jours pour un accrochage de ce genre-là. Donc, il y a plein de façons, je pense, et effectivement, c'est une très belle dynamique de montrer sa collection. Merci, Moi, Sarah. j'adore aller visiter des collections des autres. Mm. C'est un plaisir un peu caché, mais j'adore voir les œuvres vivre en fait chez les gens, les unes liées aux autres. Voilà, c'est un truc que j'aime beaucoup faire à titre personnel, quoi, enfin, vraiment par pur intérêt. Il y avait un projet que j'aimais beaucoup aussi d'une artiste qui s'appelle Lia Rochas, qui avait juste chez elle une étagère et elle organisait, je ne sais pas si tu avais vu à l'époque, mais elle organisait un accrochage sur son étagère qu'elle partageait sur les réseaux sociaux et une fois tous les 2 mois, elle faisait une soirée. Elle invitait les artistes, elle invitait les gens et voilà. Et c'était juste des œuvres qu'elle aimait et qu'elle partageait de cette manière-là. Et je trouvais que c'était une manière aussi super belle et intéressante de partager quelques œuvres qui lui plaisaient d'un point de vue. Enfin voilà, c'est plus une artiste, mais je trouvais que c'était un beau projet. Absolument. J'ai un ami photographe aussi qui a lancé un projet que je trouve assez émouvant. Son projet s'appelle No Show, comme show, comme S-H-O-W. Et lui, en fait, quand on lui achète des œuvres, la condition pour pouvoir lui acheter une photo, c'est qu'en fait, 1 à 2 fois par an, un week-end donné, on ouvre son appartement, enfin le lieu où est accrochée l'œuvre en fait. Et donc en fait, les gens qui veulent visiter l'exposition parcourent Paris à la découverte de tous les lieux où vivent ces photos. Et voilà, ça renverse un petit peu l'équilibre en fait de celui qui possède une œuvre, de comment est-ce qu'elle est montrée, dans quel contexte. Et c'est un projet que je trouve assez intéressant aussi. Ben, Joséphine dit que c'est J.D. Pelen. Oui, Jean-Daniel Pelen, oui, Jean-Daniel. absolument. D'accord. Pardon, je ne l'avais pas nommé. Je vais partager, je crois, j'ai trouvé le lien. Ouais. Ouais, super intéressant aussi. En fait, il y a 1000 principes à inventer. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de... La façon classique, c'est d'avoir un espace comme celui pour lequel je travaille, un espace d'exposition et d'y construire une programmation. Mais heureusement, ce n'est pas l'espace unique pour voir et montrer sa collection. Ouais, tout à fait. Il y a Sophie qui te remercie, qui elle dit « Je ne collectionne pas et tu m'as ouvert une porte ». Ouais, tant mieux. Je ne sais pas si c'était clair, cette idée de parler à la fois de voilà, comment commencer, effectivement, et puis aussi comment vous, en tant qu'artiste, parce que pas mal d'entre vous sont artistes ici. Il y a un moment aussi, tu as parlé de... Enfin, je pense que ça peut être intéressant parce que dans le cercle, justement, c'est ouvert à tous les âges. Et on sait que dans le système du milieu de l'art, il y a quand même un sujet autour de l'agisme, etc. Quelle est, toi, ta vision par rapport justement à ce sujet-là? Quand tu as, par exemple, parlé du Centre Pompidou, que là, c'est ouvert aux jeunes. Bon, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y a aussi, ça nous arrive souvent au sein du cercle d'être étonné que certaines résidences soient que jusqu'à 40 ans. Enfin, il y a un focus toujours sur la scène jeune, émergente. Est-ce que toi, tu as un ressenti par rapport à ça ou est-ce que vous essayez de faire autrement là-dessus? Est-ce que vous êtes confrontés aussi à ces sujets-là? Ouais, c'est agaçant. C'est agaçant parce que c'est simplificateur, en fait, de dire que c'est un programme, une résidence ou quoi lié à la jeune scène. C'est parce que c'est plus facile pour la structure qui l'organise de cibler un public et de s'y atteler. Oui, c'est agaçant. J'ai pas trop de réponses. Nous, non, à la Fondation H, il n'y a absolument pas de limite d'âge. Le seul, et d'ailleurs, là, on a 3 artistes et un 4e qui revient là dans quelques jours en résidence en ce moment, enfin, et 5 avec l'artiste qui est en ce moment à Paris. Et il y a différents âges. Il n'y a pas de question de jeunesse ou de quoi que ce soit.
que répondre. Il faut en parler, il faut dire que c'est agaçant. Il faut essayer. Bon, il n'y a pas, effectivement, parce qu'en fait, vous êtes beaucoup confronté à ça, au fait qu'il y ait. Je me rends pas Non, compte, en fait. il n'y a pas que des Ouais. gens qui ont moins de 40 ans, enfin, c'est assez large, ça va de 23 à 69 ans. Et c'est vrai qu'on voit souvent pour celles qui sont au-dessus, j'ai l'impression, hein, mais c'est un ressenti encore une fois, mais celles au-dessus de 40 ans, qu'elles ressentent parfois, c'est ce que dit Maï là d'ailleurs, qu'elles ressentent une difficulté liée aussi au sujet de l'âge, dans tout le... Ouais. Voilà. Bah oui, parce qu'en fait, le problème, c'est que le marché de l'art, on a toujours un sentiment de vouloir rechercher l'émergence. Il y a ce mot-là, émergent, qui revient à tout bout de champ. Et du coup, le mot émergent, on le rapproche souvent à une notion d'âge, ce qui n'a aucun sens. Mais je pense que de façon, quand on n'y pense pas trop, en fait, on y met une notion d'âge. Oui, il faut s'en défendre. En fait, il faut réussir à botter en touche. Effectivement, je vois aussi Annelise qui dit qu'il y a une notion géographique aussi qui rentre en compte. Ça, j'en suis bien consciente parce que du coup, je travaille avec plutôt sur des zones qui ne sont pas à proximité des capitales européennes. C'est une évidence et c'est plus compliqué. Et ça, je le sais parce que voilà, les commissaires, ils circulent plutôt dans les grandes capitales. Donc, faire visiter son studio quand on habite je ne sais où, dans un village ou même dans une ville qui n'est pas une capitale, c'est plus compliqué. Mais il faut réussir à se créer des réseaux locaux. Et il y en a plein dans d'autres villes de France. Là, il y a une foire qui s'est créée à Bordeaux. Je pense que ça a beaucoup, beaucoup de sens que des foires comme ça existent. Il y a plein de galeries, d'artistes, de collectionneurs qui existent évidemment dans des villes qui ne sont pas, quand c'est pas Paris. Et c'est important d'aller l'explorer aussi. Donc, mais ça, je suis bien consciente que ce soit pas forcément évident de toucher des commissaires et des acheteurs quand on n'est pas basé à Paris. Ouais, c'est vrai. Mais c'est aussi une des problématiques qu'on retrouve. Et il y a Sophie Ouais. qui dit qu'un jour, un galeriste lui a dit, vous n'avez aucune chance, vous êtes une femme, plus de 30 ans et moins de 80, vous êtes hors cible. Enfin, en plus, tu aurais pu être un homme, ça aurait été encore pire. Ouais, c'est clair, un homme Il y blanc. avait là zéro chance, un homme blanc. Oui, c'est un peu absurde de dire pareil, je ne sais pas qui a dit ça, mais bon, il faut aller parler à quelqu'un d'autre, clairement. Ce n'était pas la bonne personne avec qui échanger et construire une carrière. Je pense que tout le monde n'est pas aussi fermé. Je pense qu'il faut trouver les bonnes personnes. Et c'est pour ça qu'il faut. Dans l'une de mes questions, c'est aussi la question de est-ce qu'on est vraiment sûr qu'on soit en face des gens qui nous correspondent, en fait. Et je pense qu'il faut en permanence se poser cette question-là et essayer d'élargir son cercle, d'élargir sa vision, essayer de rencontrer d'autres personnes avec qui on pourrait peut-être être plus en face. Quand on est face à un mur, il faut contourner. Si le mur ne s'ouvre pas, il faut trouver un chemin de traverse, quoi. De la même façon, moi, on me demande souvent, il y a souvent beaucoup d'artistes qui me disent mais je n'ai pas d'opportunité, je ne suis pas exposée, etc. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut les créer à ce moment-là. Et c'est en les créant et c'est facile de trouver des lieux. Enfin, c'est facile, c'est pas facile, mais c'est possible de trouver des lieux pour accueillir des expositions. Parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas d'avoir des lieux, c'est pas le Palais de Tokyo, hein, je veux dire, n'importe quel lieu fait l'affaire. C'est ce qu'on met dans ce lieu-là qui compte. Donc, je pense que c'est à la portée de tout le monde. J'ai l'impression qu'en France, c'est plus difficile. Quand j'étais en Angleterre, il y avait beaucoup d'artistes Oui. on space. Enfin, Oui. toi aussi, tu connais bien la scène anglaise. Les artistes étaient très moteurs. Nous, en France, Oui. on a un peu plus peur de faire ça, je trouve. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut absolument encourager ce courant de collectifs d'artistes, d'associations, de réussir à collaborer pour récupérer des lieux, pas forcément des lieux qui soient grands, pas forcément des lieux qui coûtent cher. Aujourd'hui, on est vachement plus à même aussi de sortir des frontières de Paris intramuros pour aller voir des expositions et des projets. Ce qui était plus compliqué il y a 10 ans, aujourd'hui, on passe en permanence les frontières du périph'. Donc, c'est moins un enjeu d'avoir un espace forcément intramuros et de réussir à... Oui, quelqu'un dit faire venir les Parisiens à la campagne. Oui, je suis bien d'accord. Mais je pense que c'est plus facile de trouver des lieux et que c'est indispensable de créer cette dynamique-là à Paris aussi. Et que ça dépend des artistes eux-mêmes, en fait. Tout à fait. Est-ce qu'il y a Voilà. quelqu'un qui a envie d'échanger sur autre chose
J'ai envie de laisser la parole un peu. Tiléli, je suis sûre que tu as envie de partager quelque chose. Purée, tu sais, alors là, Margot, je pense que toi et moi, je pense qu'on partage, tu sais, enfin, en Algérie, au Maroc, on dit toi et moi sous la même chéchia, mais je pense que toi, tu sais, au moment où tu vas, tu sais, j'ai enlevé le micro pour justement juste faire. Je sentais, tu étais sur le bord. Mais oui, en plus, bon, déjà, merci à toutes les deux et merci Margot pour cet éclairage. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit parce que voilà, je reconnais beaucoup aussi dans ce que tu décris. Alors effectivement, les artistes, c'est vraiment super. Je pense que les artistes ont tendance, enfin, ça se passe aussi beaucoup à Londres, en Allemagne, en Espagne, où vraiment, tu sais, il y a beaucoup de lieux où les artistes vraiment ne comptent que sur eux-mêmes. Après, c'est sûr que pour passer un peu de la phase, bon, malheureusement, hein, c'est inhérent à l'art contemporain, passer de artistes émergents, confirmés, etc., ces étapes qui ne sont que des étapes, il y a quand même l'aura des événements. Tu vois, et ça, ce n'est plus entre les mains des artistes. Les artistes sont proactifs et proactives. Le truc, c'est qu'à un moment donné, il y a une ampleur qui fait que voilà, ça va fédérer quelque chose qui va faire vraiment avancer. On aura vraiment le sentiment de faire partie et d'avancer, quand je dis avancer, vraiment dans tous les sens du terme. Hein. Je ne parle pas uniquement du travail de la création artistique. Donc, oui, je voulais juste rebondir et commenter sur, enfin, voilà, faire un petit commentaire. Voilà. Oui, non, je suis parfaitement en phase avec ce que tu dis. Le truc, c'est qu'on ne peut pas espérer obtenir quelque chose s'il n'y a pas, si l'avant ne se met pas en place. Donc, c'est plutôt ça que je voulais souligner. C'est de se dire qu'en fait, on ne peut pas espérer. Enfin, je ne sais pas si ça rebondit sur ce que tu viens de dire, mais pour moi, cette partie de travail de mise en place de ses propres projets, de monstration régulière, solide, ambitieuse, d'attention à qui on invite, à comment est-ce qu'on invite les gens qu'on fait venir quand on organise des expositions comme celle-là. En fait, il n'y a pas de secret, il y a presque que comme ça que ça peut marcher. Il y a trop d'artistes de nos jours, les galeries, les collectionneurs, etc. Enfin, il y a trop d'artistes, il n'y a pas trop dans le sens, mais il y a beaucoup, quoi. Donc en fait, pour pouvoir avoir une voix, il faut la prendre, en fait, je crois. Rares sont les artistes, il y en a quelques-uns hein, chaque année, les petits prodiges des Beaux-Arts de Paris, je ne sais quoi, qui sont repérés avant même que rien, qui ont deux toiles encore chaudes dans le studio et qui sont déjà dans les grandes galeries, bien sûr, mais c'est rarissime en fait. Et heureusement, enfin, je veux dire, ce serait absurde. Pour moi, c'est comme dans tous les secteurs, hein, il faut faire ses preuves, faut échouer, il faut essayer encore, faut se tester, il faut comprendre avec qui on a envie de travailler, sous quelles conditions, avant de pouvoir espérer, effectivement, comme tu le dis, rentrer dans cette étape d'après, en fait. Mais l'étape d'après, elle ne peut pas venir avant par définition, quoi. Oui, Il faut pas aussi, il faut pas non plus sous-dimensionner le fait que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, beaucoup de collectionneurs, y compris des grands collectionneurs, enfin des grands au sens des gens qui achètent beaucoup avec des budgets très conséquents et des volumes vraiment importants, en fait, leur kiff, c'est de venir dans les tout petits studios d'artistes. Et c'est pour ça qu'ils font ça, en fait. C'est pas juste pour avoir dépensé des millions et avoir des super belles œuvres chez eux. C'est aussi pour venir dans des espaces qui peuvent paraître un peu anodins, qui peuvent paraître, comment dire, pas vraiment professionnels, en fait. Enfin, voilà, en cours d'eux. Et en fait, c'est ça qu'ils aiment, c'est ça que moi j'aime, c'est ça que beaucoup d'entre vous, je suis sûre, aimez. Et ça, il ne faut pas le minimiser non plus, en fait. Faut au contraire l'encourager. Si vous avez un petit atelier pas bien situé, bah, alors quoi? C'est un atelier, c'est votre travail, c'est votre lieu de production. Invitez les gens à venir. Mais moi, j'ai souvent cette impression qu'on est presque là pour les divertir de leur vie ennuyeuse. Franchement. Absolument, absolument. Genre, ouais, Ouais, trop ouais. bien, c'est sale et tout. Ouais, enfin, un peu de Exactement. crash dans On ma va boire vie. de la bière chaude, un Regardez. vernissage. C'est clair. mais tu sais, c'est vrai parce que, pardon, hein, juste comment dire, un petit commentaire sur ce que vous disiez toutes les deux, les Margot. Je sais que Antoine de Galbert avait fait tu sais, une mini-conférence et tout, donc c'était vraiment complètement informel et c'est exactement ce qu'il disait. Et je trouve ça très chouette. Il dit, mais oui, mais bon, moi j'adore
Moi, des fois, elle disait, j'achète les dessins d'étudiants en art qui viennent me voir. Alors, je trouve ça juste extraordinaire. À l'époque, il y avait encore la Maison Rouge. Eux qui viennent me voir, je dis, mais ça, c'est chouette. Ça ne veut pas dire que toi, tu vas te rapprocher de lui, mais j'aime beaucoup cette idée, cette ouverture-là. Enfin, comme disait Margot, j'ai pas l'impression, mais on est là un peu comme les clowns de service, à dire, non, mais regardez, on va vous dévergonder un peu, venez visiter des lieux un peu en friche. Ouais, Voilà. mais il Et faut le j'avais prendre comme une force, en fait. Il faut le prendre comme une exactement. force. Ouais, ouais, Et ça en est une, vraiment, parce ouais, ouais, que bien ça vous sûr. permet d'avoir un accès et effectivement, de parler du fond, en fait. C'est Bah, exactement ça. c'est le fond qui rend la vie, enfin notre vie d'artiste, je trouve extraordinaire et extrêmement passionnante, quoi. Enfin, ouais. Oui, mais le lien entre le grand collectionneur et le tout petit atelier d'artistes à la campagne. Il faut organiser un festival à la campagne. Qu'est-ce que je vous dise? Il faut inviter 20 artistes un été, je ne sais pas où c'est, dans quel Elle coin est vous pas loin, habitez. Anne-Lise. Anne-Lise, elle est à 1 heure de Paris. Ah bah voilà, raison de plus. Attendez, c'est super accessible. Il Mm. faut inviter 15 artistes, faire une expo dans une grange, je ne sais pas à quoi ça ressemble chez vous. Et puis là, ils vont venir, les collectionneurs. Et puis après, même pas on s'en fiche des collectionneurs. Enfin, c'est déjà, les gens vont venir, en fait, les amateurs déjà du village, de la ville à côté, de Paris peut-être, de Bordeaux, j'en sais rien. Et puis peut-être du coup des acheteurs au milieu de tout ça. Mm. Mais encore une fois, tout est... Ouais. C'est ce qu'on a fait pendant la résidence Maison Maroc qui est en Bourgogne, dans la forêt Maroc en Bourgogne. À la fin, voilà, on a organisé un vernissage et ouais, il y avait du monde. Enfin, moi, j'étais pas présente, mais on en a parlé avec les artistes qui ont participé. Il y avait du monde, les gens sont venus et des échanges ont commencé. Et voilà, il faut répéter l'expérience, faire, refaire et c'est Oui. chouette. Et pour ce thème-là de province, enfin région, en France, alors pour le coup, on a moins d'artistes Run Space qu'au Royaume-Uni ou quoi, mais on a quand même une chance, c'est qu'on a un réseau extraordinaire de structures, enfin d'institutions artistiques, enfin on a un maillage hallucinant en France, avec les FRAC, avec des centres d'art dans toutes les régions de France, et il faut aussi profiter de ça en fait. Et une carrière, elle peut parfaitement commencer dans la ville la plus proche de chez vous. Il n'y a aucune raison que ça commence à Paris, hein. Il y a des structures, des institutions, des acheteurs, évidemment partout. Donc, on a tendance à centraliser tout. Et c'est vrai que moi, je parle d'un point de vue parisien parce que je suis parisienne, quand je ne suis pas malgache, mais en soi, ces réseaux-là, ils sont extrêmement puissants. Et ça, vraiment, c'est assez unique. Le cas de la France, voilà, il y a peu de pays dans le monde qui permettent ça. Trop bien. Et voilà, il y a un projet, je crois, qui est en train de se construire Ouais, parfait. sur le chat. Ouais. C'est génial. De toute façon, on a déjà dit avec Anne-Lise qu'on allait organiser quelque chose chez elle. Donc, Ah ben voilà. voilà, c'est déjà prévu. Voilà. Donc, ça sera pour l'été. On vous donnera des nouvelles très bientôt de ce projet qui va aussi parler bien-être d'une certaine manière. On vous racontera tout ça. Bon, mais merci infiniment, Margot, pour ton temps à 1 mois de l'ouverture de la fondation à Madagascar. Donc, merci infiniment d'avoir pris le temps de préparer cette intervention, de passer 1 heure et demie avec nous ce matin, avec l'électricité qui a tenu. Qui a tenu à être Ouais. coupure, c'est rare. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire pendant ce moment-là? Et voilà. Mais merci beaucoup. Je te tiendrai au courant de la suite des échanges que ça génère. Et peut-être, oui, je me permettrai de partager les questions que tu as mises à tout le monde après le Zoom aussi. Je pense que c'est très intéressant. On aura aussi beaucoup de monde, je pense, qui regardera l'intervention en replay parce qu'on est à 4 jours du lancement de l'Art Month pour le Cercle. Donc, tout le monde est dans une période assez chargée. Donc, merci beaucoup à celles qui ont pris le temps de venir aujourd'hui. Merci à nos invités extérieurs. On commence à avoir des fidèles. Je vois des noms qui reviennent. Donc, merci Christelle, par exemple, d'être là. Je crois que c'est la troisième fois que tu es avec nous. Donc, voilà, merci à tout le monde et à très bientôt. Et Un immense merci, Margot. Je suis super heureuse d'avoir partagé tout ça avec vous. Et merci à tout le monde et bon courage pour le 1er avril et tout le mois d'avril.
Je suis toujours voilà, toutes les éditions avec beaucoup d'amitié. Donc, good luck à toutes. Merci. À bientôt. Bonne journée. Ciao tout le monde. Merci.